Sarah Cohen Kaeskali, Arthur Rimbaud, le voleur de feu. Dans cette vidéo, nous allons lire le livre Arthur Rimbaud, le voleur de feu. Et c'est parti, on commence. Ok. Fin octobre et il fait froid, déjà froid. La faible lueur de 3 bougies éclaire la pièce. On dirait que le jour rechigne à se lever. La couchée repose sur son lit, le teint pâle. Ses lèvres serrées dessinent une mince ligne droite et ses longues mains noueuses paraissent rouges sur la blancheur impeccable du drap. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, constate avec satisfaction que tout est propre. Les cuvettes souillées, le linge sale ont disparu. La chambre semble en ordre, le nouveau-né dort près d'elle. Calée contre son oreiller, elle perçoit le bruit de sa respiration. Le petit cri qu'il pousse de temps en temps, mais elle n'a pas envie de le prendre dans ses bras. Pas envie même de le regarder. À côté, le bavardage des deux femmes l'agace. La cloison qui sépare la pièce est si mince. L'est mignon son second gars, à la Vitali. Bah, un bébé, c'est un bébé. Mais celui-là, il a vraiment de beaux yeux, bien bleus. T'as toujours pas remarqué qu'ils ont tous les yeux bleus, les pétios. Depuis le temps qu'on aide aux accouchements, dis donc, ça commence à faire du monde ici. Le vieux, la Vitali, les deux petits, le capitaine. Ouais, mais comme il est toujours en vadrouille, celui-là, ça fait une place de libre, pour sûr. Seulement à chaque fois qu'il passe 3 jours ici, il engrosse à la Vitali. Alors à ce train-là, la conversation est interrompue par des ricanements, le bruit du vin qui coule dans les verres. De l'autre côté de la cloison, elle enrage. Cette bouteille, elle devait faire toute la semaine. Au fait, où il est le capitaine? En ce moment, en garnison à Lyon. Ils vont partir pour la Crimée à ce qu'on dit. Eh ben, elle est pas prête de le revoir. Son homme, la Vitali. En plus, il paraît que là-bas, il y a une sacrée épidémie de choléra en ce moment. Elle n'y tient plus. Comment faire taire ces deux commères? Elle se tourne vers la fenêtre. Une fine pellicule de givre couvre les vitres. L'aube commence à pointer. Les bougies se sont consumées. La pièce est prolongée dans la pénombre. Il fait gris, comme toujours à Charleville. Pourtant, on dirait que par un moment, un timide rayon de soleil essaye de percer. Un rayon de soleil, elle cligne des yeux. Sa vue lui joue des tours. La fenêtre s'ouvre sur la rue Napoléon. Y a-t-il des arbres dans cette rue? Oui, non, elle ne sait plus tout. D'un coup, s'il y a des arbres, ils ont perdu leurs feuilles en cette saison. Alors pourquoi croit-elle discerner les découleurs vives derrière la vitre? Oui, du rouge, du vert, du bleu. La fatigue est en train de lui faire perdre la tête. L'accouchement était douloureux, plus difficile que la précédente. Il lui faut du repos, il faut fermer les yeux. Mais pourquoi ne peut-elle pas détacher son regard de la fenêtre? Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, une présence. Soudain, la pièce est baignée d'une lueur vive. Elle lève aussitôt le bras pour se protéger de cette lumière aveuglante, si brutale. Un rayon de soleil traverse la chambre en diagonale. Un soleil incongru, inhabituel, impossible dans le ciel de Charleville. Il éclaire en plein le visage du nourrisson. Pour la première fois, elle se tourne vers son fils. Il a les yeux grands ouverts. Il ne s'y même pas. On dirait qu'il se réjouit de la violence du soleil. Marie! Elle a hurlé, puis essayant de protéger le visage du petit. Elle a fait un mouvement si brusque qu'elle a soulevé le drap et fait glisser l'oreiller sur lequel le bébé reposait. Et là, s'écrie la chouvette, en se précipitant vers le lit et rattrapant l'enfant de justesse, un peu plus. Et il tombait par terre. Faudrait peut-être pas lui donner trop tôt le goût de l'escapade. Asptio, c'est-il qu'on voudriez qu'il soit promeneux, comme son père plus tard. Là, doucement, ajoute-t-elle en berçant l'enfant qui s'est mis à pleurer. Fermez les rideaux, il y a trop de soleil. Du soleil, répète la chauvette d'un air ahuri. Ou vous avez vu du soleil. Il y a un ciel si bas et si gris qu'il va presque nous tomber sur la tête. Il se mettrait à neiger que ça et ne m'étonnerait qu'à moitié. Elle se redresse hagarde, embrasse la pièce d'un rapide coup d'œil. Le jour se levait, cependant, la pièce s'en trouve à peine éclairée dans la lumière automnale et timide. Pourtant tout à l'heure, tirait tout de même les rideaux. Reprend-elle d'un ton sec, mortifiée d'avoir montré un instant d'égarement. La chouvette, en tenant toujours le bébé dans ses bras, obéit. Vous le voulez, le petit? Demande-t-elle en revenant vers le lit. Non, couchez-le dans son berceau à côté. Sans insister, la chouvette s'apprête à quitter la pièce. Mais au moment de refermer la porte, au fait, remarque-t-elle, vous attendez le retour de votre mari pour lui choisir un prénom? Non, je vais l'appeler Jean-Nicolas Arthur. Répond Madame Rimbaud avant de sombrer dans le sommeil. Chapitre 2.
Un amas de vieilles masures qui menace de s'effondrer. Des pavés humides suitant l'eau de la lessive. Un dédale d'escalier branlant d'espaliers nauséabonds. C'est le quartier des pauvres, c'est la rue Bourbon. Au numéro 73, les époux Rimbaud et leurs 4 enfants louaient le premier étage, une pièce unique séparée en deux par une grande tenture de velours. En cette fin d'après-midi de décembre, chacun tue le temps comme il peut. Frédéric, âgé de 7 ans, martèle un morceau de bois du talon de sa chaussure. Il compte en faire un soldat. La petite Vitalie, 2 ans, passe et repasse sous la teinture de velours en marchant à 4 pattes. Elle s'arrête près de son frère aîné, regarde d'un air sceptique l'objet qu'il confectionne, puis reprend son va-et-vient. Arthur, lui, a 6 ans. Il ne fait rien, il rêvasse d'un geste machinal. Il s'obstine à balancer le berceau vide de Vitalie. L'autre Vitalie, la première, celle qui n'est plus là, la mère tient à garder son berceau et met un point d'honneur à en changer les draps tous les mois. Il n'y a même pas une poupée dans ton berceau, remarque Frédéric. Pourquoi tu le balances? Parce que cela me plaît, ça me plaît. Et puis tais-toi, tu vas réveiller Isabelle. Isabelle, c'est la dernière année. Soudain agacé, Arthur accélère la cadence du balancement, puis finit par lâcher le berceau dans le bois craque, comme pour se plaindre de cet arrêt trop brusque. Il écarte la tenture et son frère, qui lui a emboîté le pas, se prend les pieds dans le tissu. Tu l'as fait exprès. Rien que pour me faire tomber d'un regard, Madame Rimbaud intime aux 2 enfants de se taire. Assis dans un coin de la pièce, elle astique le sabre de son mari. Par moments, elle jette un coup d'œil sur celui-ci. Installée en face d'elle, elle a envie de dire quelque chose, mais se ravise et se remet à frotter avec une ardeur redoublée. Le capitaine, lui, lit un livre en annotant. Grammaire. Déchiffre Arthur. Il s'approche de son père, hésitant. Le capitaine n'aime pas avoir ses enfants dans les jambes. Il le sait, mais tant pis. L'envie de lire ce qu'il écrit est trop forte. Agacé par la présence du petit derrière lui, le capitaine, dans un mouvement d'humeur, lâche le livre qui, en glissant à terre, laisse échapper une feuille libre. Une carte de géographie, criblée de flèches. Certaines villes sont entourées d'un épais trait noir. Arthur plisse les yeux afin de déchiffrer leur nom. Il fait presque nuit dehors, mais la mère attend toujours le dernier moment pour allumer les bougies. Il n'y a pas de petite économie, c'est sa devise. Le Caire. Lit Arthur au bout d'un moment, un peu au-dessus, en caractère plus gros. Égypte où peut bien se trouver ce pays. Drôle de nom, le capitaine se lève et fait les 100 pas dans la pièce. Ses lourdes bottes martèlent le plancher. On dirait des coups de marteau. Retire tes bottes, lance Madame Rimbaud. Exaspéré, je vais les nettoyer. Sans répondre, le capitaine se dirige vers la cheminée. D'un geste nerveux, il tâte la veste de son uniforme qui sèche sur une chaise, puis cherche son képi. Le petit Frédéric, son nez coiffé, se pavane à travers la pièce. Je t'ai déjà dit de ne pas toucher à ce képi. Remets-le à sa place. Frédéric obéit à contre-cœur. Pleurniche. Arthur, lui, à 4 pattes, examine avec passion la carte géographique. Ces enfants sont vraiment insupportables. Frédéric, Arthur, dans votre chambre, ordonne Madame Rimbaud en se levant. Elle n'a guère haussé le temps, mais son visage est fermé et le bleu de ses yeux a viré au gris. Elle n'entend pas se répéter. Frédéric file de l'autre côté de la teinture sans demander son reste. Quant à Arthur, il a du mal à abandonner la carte de géographie. Il jette un coup d'œil suppliant vers son père qui se réchauffe les mains près de la cheminée. Hésite encore, puis finit par rejoindre son frère et ses sœurs. À froid, balbutie. La petite Vitalie en venant se serrer contre lui a peur. Les enfants savent que lorsqu'ils sont ainsi consignés dans leur coin, c'est ce que quelque chose se trame. Que va-t-il encore se passer de l'autre côté de la teinture? Ils entendent les pas de Madame Rimbaud, puis la porte de la grande armoire qui s'ouvre en faisant grincer ses gants bouillés. C'est l'heure des bougies. Une allumette craque, un mince rail de lumière passe sous la teinture de velours, puis plus rien. Le silence, ils retiennent leur souffle. On vit le bébé qui est à côté d'eux, dort paisiblement dans son berceau. Enfin, au bout de quelques minutes, la voix du capitaine se fait entendre. Un peu enrouillée, hésitante, j'ai décidé d'écourter ma permission. Je repars dès ce soir pour Grenoble. Mais tu devais rester avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Je devais. J'ai changé d'avis, voilà tout. J'ai besoin de quelque chose de liberté pour faire des achats. La garnison part pour l'Égypte puis de là vers l'Afrique. C'est un voyage très long et je dois m'y préparer. Quand toi tu parles long, eh bien je vais être absent pendant 1 an et demi.
À peu près. Nouveau silence derrière la teinture. Frédéric Arthur échange un regard effaré. Renonce à ce voyage, reprend Madame Rimbaud. La voix troublante. Impossible, ce serait renoncer à mon métier. Parce que tu appelles ça un métier, j'en ai assez, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. À seuls 4 enfants, tu peux l'imaginer, les tracas que ça représente. Mais non, tu n'en as pas la moindre idée. Toi, tu ne les supportais pas non plus. Non, pas plus de 2 jours de suite. Tu ne veux pas recommencer tes jérémiades. Ça suffit, coupe le capitaine. Et d'un geste sec, il fait glisser la lame de son sabre dans son fourreau. De l'autre côté de la teinture, les 3 petits ne bronchent pas. Ils s'imaginent sans peine leur père, main crispée sur la poignée de son sabre, comme il le fait chaque fois que la colère le prend. On n'est pas alarmé ici, hurle soudain Madame Rimbaud. Tu vas m'écouter jusqu'au bout, tu es responsable de notre malheur à tous. Est-ce que tu as seulement pensé au chagrin que j'ai eu lorsque Vitalie est morte? C'est toi qui l'as tuée. Je n'arrivais pas à m'occuper seul de 3 enfants et j'ai dû la mettre en nourrice chez cette horrible famille de cloutiers qui l'a laissé mourir de faim. Je t'ai envoyé un mot lorsque j'ai appris la nouvelle. Un mot. Mais c'est de toi que j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de toi aussi lorsqu'il a fallu quitter la rue Napoléon. Lorsque le propriétaire menaçait de jeter mes meubles dehors si je ne quittais pas les lieux dans les 10 jours. Sais-tu pourquoi il m'a chassé? Parce que j'avais trop d'enfants. Trop d'enfants et pas de mari. Je t'ai toujours envoyé de l'argent régulièrement. En attendant que les mandats arrivent, j'étais bien obligé de me débrouiller par mes propres moyens. J'ai passé 3 jours à l'hôtel avant de trouver un logement. Parfaitement à l'hôtel. Moi, une mère de famille, de l'argent, oui, parlons-en. Parce qu'est-ce qu'il m'offre ton argent? Un taudis dans la rue la plus pauvre de Charleville. Le voisinage avec les ouvriers, la crasse, tout ce que j'excrète. Je sacre de devoir vivre ici. Mon pauvre père en est mort. De quelle mort vas-tu m'accuser encore? Écoute, Vitalie, mets-toi bien une chose dans la tête. Jamais je n'abandonnerai mon métier. Si tu savais en m'épousant que tu ne te mariais pas à un paysan. Les paysans, je les ai en horreur. Eux au moins font un métier honorable. Je sais bien ce que tu veux. Va. Tu veux reprendre la ferme de Roche à ton frère et faire de moi un fermier. Ah, la joie du travail au champ. La campagne ardennaise où l'on doit faire 2 lieues à pied pour se faire servir un boc. Jamais tu m'entends. Jamais. J'ai besoin de lumière, de soleil. Les voyages sont toute ma vie. Tu ne feras jamais de moi un keuf. Tiens, voilà ce que j'en fais de la famille keuf. De l'autre côté de la teinture, les enfants sursautent et il y a un bruit terrible. À peur, chuchote la petite Vitalie en se collant davantage contre son frère. Le fracas reprend de plus en plus belle. Oh là là, oh, Arthur, viens voir, s'écrie Frédéric, l'œil collé à l'un des nombreux trous de la vieille tenture. Il n'y a rien à voir, mais si, le bassin d'argent de grand-père, papa et maman se battent avec. Pas battre, répète la petite Vitalie en tremblant. A peur du bruit. Chut, dit Arthur en le prenant dans ses bras. N'aie pas peur, ma Vitalie, c'est pas pour de vrai. Regarde bien le rideau, imagine que c'est un rideau de théâtre. Tu sais ce que c'est le théâtre? La petite fait non de la tête. Le théâtre, c'est comme le Guignol ou le cirque. Il y a toujours un rideau. Le rideau s'ouvre sur une scène et puis on joue de la musique. Tiens, tu l'entends la musique? La zik, demande la petite. Ou la zik? Tu te rappelles quand grand-père donnait des coups d'ongle sur le bassin? Ça faisait de la musique. Et bien là, la musique est plus forte, c'est tout. Et tout à l'heure, derrière le rideau, il va y avoir un spectacle, écoute bien. Arthur met ses mains sur les oreilles de la petite et doucement commence à la bercer. Tu l'entends maintenant la musique. La petite ferme les yeux, met son pouce à la bouche, puis raconte encore la zikiture, murmure-t-elle avant de s'endormir. Frédéric les a rejoints sur le lit, allongeant les jambes de sa sœur sur ses genoux. Il saisit la main d'Arthur. Quand on est serré comme ça, on a moins peur, hein, chuchote-t-il. Oui, on a moins peur. Les 2 garçons fixent encore la teinture de velours. De l'autre côté, le vacarme s'étue. On n'entend plus que les pas du capitaine. Par moments, le rideau bouge et les enfants observent avec l'angoisse ce vieux tissu qui a l'air de danser dans le noir par magie. Soudain, la porte d'entrée claque. Puis, plus rien. Le silence total. Frédéric et Arthur osent à peine respirer. Voilà que les gants de la grande armoire grincent de nouveau. Ils perçoivent des bruits de vaisselle. Frédéric, Arthur! Les 2 frères s'interrogent du regard. Moi j'y vais, déclare Frédéric. J'ai faim. Arthur ne bouge pas, mais la mère réitère son ordre. Il faut y aller. Il se dégage de la petite Vitalie, qu'il allonge sur le lit et passe de l'autre côté de la tenture. La clarté des bougies l'éblouit, il cligne des yeux.
La malle du capitaine a disparu. La chaise sur laquelle séchait sa veste est vide. Par terre, il n'y a ni la grammaire ni la carte de géographie. Il regarde sa mère, assise à un bout de la grande table. Ses cheveux sont lissés en bandeaux sur ses oreilles. Seule une petite mèche rebelle tombe sur ses yeux. Ses yeux qui sont secs. Elle se tient droite. Elle n'a pas de posée de couvert devant elle. La table est mise pour deux. Deux au lieu de quatre. Arthur s'installe. Les poignées de part et d'autre. Et de son assiette comme la mère l'exige. On se lave les mains avant de manger. Les deux garçons se dirigent vers l'évier et se lavent de sa chemise. Et elle demeure prostrée à leur moment. Arthur a une terrible envie de se jeter dans ses bras, mais il n'ose pas. La tendresse, il n'y est guère habitué. Toutefois, ce soir, après le départ du capitaine, serait peut-être différent. Il esquisse un mouvement lorsque Madame Rimbaud se lève soudain. Après avoir enfermé les lettres dans un petit coffret, elle quitte le grenier. De son côté, Arthur s'empresse de redescendre et de se cacher entre les plis de la teinture de velours. Son cœur bat à tout rompre. Si jamais sa mère s'aperçoit que Frédéric est seul dans le lit, mais elle ne jette même pas un coup d'œil sur le coin des enfants et se dirige tout droit vers la grande pièce. Arthur l'observe encore et à travers l'un des trous du rideau. Elle ouvre l'armoire, y dépose le petit coffret puis enfile une robe sur sa chemise. Jette un manteau sur ses épaules et sort. Où donc est-elle partie? Va-t-elle revenir? Elle n'a pris aucun badagage. L'enfant tremble de peur et de froid. Le grelotte sous sa chemise et ses pieds nus sur le plancher sont glacés par la bise qui s'engouffre sous la porte. Et ses frères et sœurs, s'ils étaient partis eux aussi. Vite, il va prendre la lampe à pétrole et entre dans la chambre pleine d'ombre. Frédéric dort, une main sur le ventre. Il doit relever de soupe. Les yeux de la petite Vitalie sont gonflés, son souffle pénible. On dirait qu'elle pleure en dormant. Isabelle, elle a le visage tout plissé et ses poings minuscules sont crispés sur la couverture. Rassuré par la présence des petits, Arthur regagne la grande pièce et son regard s'attarde sur le lit des parents. Vide dans son coin d'ombre, peu à peu, un souvenir riant lui revient en mémoire. Le matin des étrennes, l'année dernière, le capitaine était en permission pour quelques jours, avec Frédéric et Vitalie. Ils avaient pendant la nuit rêvé de leurs étrennes, lui dont quelques songes étranges avaient vu des joujoux, des bonbons habillés d'or, d'étincelants bijoux, tous trois, et s'étaient éveillés le matin, joyeux, en se frottant les yeux, les cheveux emmêlés sur la tête, le visage rayonnant comme au grand jour de fête. Tout doucement, ils avaient soulevé la tenture, puis grimpé sur le lit des parents. On avait changé des souhaits, des baisers répétés. La gaieté alors était permise. Des baisers. Un grand feu pétillait dans la cheminée. Toute la vieille chambre était illuminée et les reflets vermeils sortis du grand foyer tournoyaient sur les meubles vernis. Il n'y avait pas de sapin, mais la veille, le capitaine avait décoré la grande armoire avec de beaux tissus rapportés de ses voyages. Elle était belle, la grande armoire, avec tant de couleurs sur son bois brun. À terre, un cadeau avait été déposé pour chacun. Un soldat de plan pour Frédéric, un livre d'images pour Arthur, un coffret pour Madame Rimbaud et pour la petite Vitalie, un hochet magique confectionné par une femme d'un pays lointain, une femme qui disait le capitaine pouvait conter les histoires pendant des minutes, des nuits entières. Quel beau matin que ce matin des étrennes. Et ce soir, la chambre des parents est bien vide. Le feu s'est éteint. Aucun reflet vermeil ne luit sur le feu s'est éteint. Ne luit sur les meubles. Demain, il n'y aura pas de baiser, pas de douce surprise, que le jour de l'an, demain, sera triste. Arthur frissonne de nouveau, essuie une larme d'un geste rageur, puis il s'approche de la vieille armoire, de sa porte brune et noire. Il a souvent pensé au mystère qui dorme entre ses flancs de bois. Ce soir, elle est sans clé, et c'est étrange qu'il croit entendre au fond de la serrure béante, comme un vague et joyeux murmure. Tout doucement, il tire la poignée. Alors, dans l'ombre des étagères, il aperçoit des couleurs, du bleu, du vert, du rouge. C'est sûrement le coffret que sa mère a rangé tout à l'heure.
celui qu'elle avait reçu en cadeau. Il s'en souvient maintenant, il était fait de mailles, coloré oubliant son chagrin. Il ouvre de grands yeux, les couleurs bougent aussi. Bouge, oui, elle danse. Ce n'est pas un couperet qui est posé sur l'étagère, mais un oiseau. Un oiseau au plumage multicolore. D'un bond, il vient se poser sur l'épaule de l'enfant qu'une douce chaleur envahit. Autour de lui, tout a subitement changé. Le feu chante gaîment dans le foyer plein d'éclairs. Par la fenêtre, on voit un beau ciel bleu. Dans le vieux logis, tout est tiède et vermeil. La bille sous la seuil a fini par se taire. On dirait qu'une fée est passée par là. Arthur n'ose bouger de peur que la vision ne s'évanouisse. Il a sommeil, il voudrait s'endormir. Tout de suite, des couleurs plein les yeux. D'un pas très lent, il se dirige vers son lit et s'allonge. L'oiseau ne l'a pas quitté. Il est là, posé sur l'oreiller, près de sa tête. Est lui qui a ramené les pans de la couverture douillette. Dans la grande pièce, la porte d'entrée claque. La mère est rentrée. Rassuré, l'enfant ferme les yeux. Il ne sera pas orphelin. Fin de ce chapitre et on attaque le chapitre numéro 3 dans un prochain épisode. On se laisse là-dessus. Bye bye. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez envie des nouvelles aventures.